Bonjour à tous. Écoutez, je suis ravie de vous accueillir si nombreux ce matin sur ce nouveau webinaire organisé par le département formation du Moniteur. Donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, les formations du Moniteur, ce sont plus de 5000 stagiaires formés chaque année. 250 et même désormais 300 programmes et 1500 sessions de formation planifiées chaque année également. Et puis voilà, avec des formats en présentiel, bien évidemment, mais aussi à distance, sur des formats classe virtuelle, e-learning ou encore blended learning. Donc, comme on peut le voir sur la slide qui suit, nous avons une large gamme de formations sur diverses thématiques. Je vous invite d'ailleurs à noter les nouvelles, que sont les soft skills, une rubrique dédiée à l'acquisition des compétences interpersonnelles et comportementales dans le secteur du BTP. Et puis notre rubrique numérique et intelligence artificielle. Et puis bien évidemment notre rubrique historique en conduite de chantier qui va nous intéresser ce matin à travers ce webinaire autour de l'économie circulaire. Vous le voyez à l'écran sur la slide qui suit, la formation que nous proposons sur ce sujet. Économie circulaire, valoriser les matériaux de la construction. Et c'est avec l'une de ces formatrices que nous sommes ce matin pour en parler. Donc, Daovon Sriboavouang, bonjour. Vous êtes gérante de ODA Circulaire, un Oui, cabinet de bonjour. conseil circulaire qui accompagne la structuration des filières d'économie circulaire depuis 2014 maintenant. Mais vous êtes aussi consultante et formatrice auprès de nombreuses structures d'enseignement, auprès des collectivités et auprès des entreprises. Voilà, je vais donc vous laisser la parole. À ceux qui nous écoutaient, merci. N'hésitez pas tout au long de l'intervention à utiliser la petite icône point d'interrogation qui vous permet de poser vos questions et je les relayerai en fin d'intervention à Daovon afin que nous puissions échanger sur vos différentes interrogations. Bon webinaire à tous. Daovon, je vous laisse la parole et à tout à l'heure pour Ça les questions. marche. Merci beaucoup pour cette introduction. Donc, bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux à vous être inscrits à ce webinaire dont je vais avoir le petit défi, j'avoue, de faire on va dire, un état des lieux en 30 minutes de où en est-on dans l'économie circulaire dans la construction. Donc, en effet, pour me présenter brièvement, ça fait depuis 2014 que je pratique dans ce secteur qui, à mon sens, aujourd'hui, ça va être l'objet de ce webinaire, de vous prouver à quel point c'est foisonnant aujourd'hui de solutions, d'acteurs, d'approches, de différentes positionnements des acteurs, etc. Donc, ça va être ça le langue par lequel je vais aborder ce sujet, à savoir un peu l'aspect très protéiforme que peut prendre ce secteur aujourd'hui, qui va regorger de beaucoup d'exemples. Donc, on va le voir ensemble. Et d'ailleurs, pour celles et ceux qui ont prévu seulement de m'écouter, vous allez certainement rater une partie très visuelle de ma présentation où je vais vous montrer pas mal d'exemples de photos qui vont appuyer mes propos. Donc, petite introduction sur Oda Circulaire aussi. Je suis donc maintenant, je me considère comme dans un rôle un peu structurant parce que j'aide à la fois les politiques publiques, l'ADEME, les éco-organismes à observer, à comprendre, à mieux comprendre les pratiques du terrain en économie circulaire. Et à la fois, j'aide aussi les industriels à mieux comprendre justement la réglementation portée par les politiques publiques et les éco-organismes. Donc j'ai un peu cette double casquette d'être à la fois en études assez proche de la réglementation et aussi sur le terrain auprès des acteurs de la construction, mais aussi qui dit construction dit production de matériaux et de produits auprès des industriels dans le développement de l'économie circulaire, donc, à savoir par exemple sur les thématiques d'éco-conception des produits, d'éco-conception des bâtiments, de filières de réemploi, de biosourcés, mais aussi ce qui va être un peu plus micro-filière, l'incorporation de matières premières recyclées, les enjeux de recyclage, etc. Et bien sûr, comme ce que je peux faire pour le moniteur, je suis aussi formatrice, pas mal, je dirais, pour des typologies d'acteurs qui sont des architectes et aussi des ingénieurs en herbe. Donc, comme ce que je vous ai dit au démarrage, je vais aborder ce sujet de manière un peu plus audacieuse que d'habitude, j'ai envie de dire, de manière très protéiforme. Donc, mon objectif, c'est qu'à l'issue de ce webinaire, vous puissiez avoir ce que j'ai, moi aussi, une espèce de carte mentale d'arborescence de tous ces acteurs, de toutes ces solutions.
Et donc, commençons par le commencement, par un petit peu d'histoire. Parce que quelque part, ce qu'on nous demande, nous, en tant qu'AMO, experts de ce secteur, c'est d'observer la ressource de notre patrimoine. Quel est le bâti du XXe siècle à travers justement les diverses époques? Qu'est-ce qu'on observe? C'est une sorte, dans le réemploi, hein, ça va être le sujet, le focus aujourd'hui de ce webinaire, c'est qu'il y a une forme d'hétérogénéité hein, de l'offre, hein, du fait du parc d'immeubles issus de diverses époques. On a par exemple la Belle Époque où on va avoir les constructions type haussmannienne avec des techniques traditionnelles type avec le bois, la construction traditionnelle en pierre, la brique. Puis ensuite, l'entre-deux-guerres avec une croissance, une montée aussi de la construction métallique, avec des logements ouvriers, des logements en briques et des logements aussi en ossature en béton armé. Et puis surtout, ce qui va être, à mon sens, hein, ce qui est le plus déconstruit aujourd'hui, c'est l'époque de l'après-guerre, où on va voir cette époque où on a beaucoup reconstruit hein, dans les années 40 et 50. Et on a aussi eu pour ambition d'être dans l'industrialisation des process et des matériaux. Et donc, c'est une époque qui regorge énormément de beaucoup de logements, de grands ensembles de logements sociaux, par exemple. Et puis, une époque un peu plus postmoderne, contemporaine, où on va observer qu'on c'est un petit peu un coup d'arrêt justement de ces grands ensembles et on va être plus proche de nouveaux procédés très hétérogènes aussi et de nouveaux matériaux quelque part qui vont se complexifier avec le temps, avec le côté un peu plus techniciste, quête de l'innovation, etc. Donc, prenons de la hauteur et observons à quel point effectivement l'offre de nos matériaux de réemploi aujourd'hui est très hétérogène, assez propice au réemploi, certes, mais peut dépendre justement de son ancienneté. Et ce que je peux rajouter par rapport à ça, c'est que dans mon métier, je vois que le réemploi est bien plus propice dans des matériaux plus anciens, qui sont peut-être plus nobles, qui ont gardé peut-être ce charme de l'ancien. Donc les matériaux qui sont issus plus de la Belle Époque et de l'entre-deux-guerres finalement. Ce qu'on observe également, ce qui est intéressant, c'est les diverses approches des fameux diagnostiqueurs PEMD. Donc, ça va être souvent ce qui nous est demandé en première mission, hein, de réaliser des diagnostics qui sont aujourd'hui rendus obligatoires pour les surfaces de plus de 1000 m². Et ça va être aussi un point d'entrée, on va dire, assez stratégique en tant que maîtrise d'ouvrage. Le choix de votre diagnostiqueur va avoir une influence sur tout ce qui va suivre, sur l'ambition, les objectifs et la trajectoire de votre projet. J'entends par là que, par exemple, quand on prend Bellastock, bon, c'est peut-être, ils ont peut-être évolué hein, dans leur pratique, mais leur diagnostic auparavant était très axé sur une première étape vers le projet. Donc, comme s'ils se positionnaient aussi comme un intermédiaire entre le produit et son repreneur, mais en expérimentant. On a pu le voir avec des projets comme Métabolisme urbain, hein, Pleine Commune, où ils ont pas mal expérimenté la matière sur site, d'ailleurs, in situ. Il va y avoir d'autres approches alors je pense que c'est l'architecture, qui vont eux être assez généreux, on va dire, parce qu'ils vont à la fois identifier la ressource, bien sûr, mais aussi suggérer des exemples de réemploi et aussi donner des informations sur les conditions de réemploi, à savoir les conditions de repos, de dépose, de stockage et d'évacuation. D'autres approches que moi j'ai beaucoup expérimentées et qui sont plutôt une approche, on va dire, efficace, puisque à mon sens, le nerf de la guerre de ces diagnostics, c'est trouver des repreneurs. Et pour ça, il faut avoir conscience que pour diffuser au plus grand nombre ces diagnostics, il faut être assez synthétique. Et donc, il y a des inventaires de matériaux, par exemple, qui vont être très synthétiques sur une page, qui vont afficher l'ensemble des gisements qui vont être déconstruits et qui vont avoir pour réemploi soit in situ, soit ex situ. Donc, le but de ces inventaires de matériaux a vraiment pour objectif de diffuser et de trouver le maximum de repreneurs. Et ensuite, peut survenir aussi une étape un peu plus exhaustive dans la réalisation de fiches par matériau.
Mais sachez que ce qui est rendu obligatoire aujourd'hui, c'est ces CERFA que nous devons remplir et déposer sur les plateformes, donc la plateforme dédiée du CSTB, la plateforme des diagnostics PEMD. Donc ça ressemble à, voilà, c'est classique, hein, un CERFA, il n'y a pas de possibilité de mettre des images, malheureusement, il n'y a pas de possibilité aussi d'obtenir les contacts des maîtrises d'ouvrage. Donc c'est un petit peu, pour le moment en tout cas, juste à titre de collecte de données, on va dire. Et cette plateforme du PMD, donc j'ai approfondi ces sujets lors de la formation, mais elle a vocation à évoluer, bien sûr, et à devenir une plateforme aussi où on peut venir, parce que pour nous, c'est le Saint Graal, hein, venir s'approvisionner, regarder l'ensemble du parc qui va être déconstruit, l'ensemble des gisements disponibles. Donc, je vous ai parlé du choix stratégique du diagnostiqueur, mais ça peut être aussi notre rôle aussi d'identifier un petit peu la stratégie, le plan d'action que vous voulez mettre en œuvre, hein, et on peut donc différencier diverses approches. Donc, ça peut être une ambition et un objectif qui peut être l'obtention de labels, par exemple, de certification. Plutôt sur une ambition, un objectif qualitatif vraiment du projet. Et donc, par exemple, avec cet exemple de Pulse ICAD qui a reçu pas mal de prix, qui a eu l'obtention du label HQE, notamment le BRIM aussi, et qui a fait l'objet de beaucoup de réemplois de dalles de faux plancher par Mobius. Ou alors, vous pouvez être aussi dans des ambitions, objectifs, là, c'est plus commun, quantitatif, où là, un clin d'œil aussi à mes confrères du Morbihan qui ont réalisé la dépose sélective d'un bâtiment tertiaire de 5500 m² à Vannes. Et donc, l'objectif là est donc de massifier au maximum la revente des matériaux issus de ce chantier. Et quand j'interroge, j'ai eu l'occasion là de réinterroger mes confrères experts en réemploi sur quelles sont les motivations des maîtrises d'ouvrage qui les poussent à faire du réemploi. Il y a deux choses qui ressortent, c'est la décarbonation, décarboner les bâtiments en vue d'être conforme ou en tout cas être un petit peu dans les ambitions de la RE 2020, hein, de la décarbonation, en sachant que le réemploi étant effectivement un levier de décarbonation aujourd'hui, puisqu'il est comptabilisé comme neutre, hein, mais que sachez que cela va évoluer. Donc, quelque part, profitons-en pour ce levier de décarbonation à mettre du réemploi. Et puis, il y a aussi, surtout, ça reste pour certains un levier surtout de communication. Communiquer, pourquoi dans le sens où il faut bien un premier projet d'expérimentation pour pouvoir ensuite être en mesure de répondre à des marchés qui sont de plus en plus ambitieux, hein, dans ces objectifs d'économie circulaire, notamment dans l'incorporation de réemploi dans les achats, de recycler, etc., qui sont en plus, sachez-le, obligatoires même dans la commande publique. Un petit tour sur les enjeux, les objectifs du réemploi. En termes de réglementation, c'est vrai que je fais un focus sur le réemploi, mais n'oublions pas que dans la hiérarchie des modes de traitement, certes, le plus vertueux, c'est de réduire la quantité de production, d'extraction de la matière première. Ensuite, ça va être le réemploi, mais il y a aussi des enjeux de tri sur les chantiers qui sont très importants, dont on voit de plus en plus d'ailleurs d'entreprises qui mettent en place des solutions de tri, du tri à 7 flux qui est rendu obligatoire en vue de la valorisation. Il n'y a pas de valorisation si les bennes ne sont pas triées. Et qui plus est, des bennes non triées coûtent bien plus cher que des bennes triées. Sachez que dans un objectif, ce que l'ADEME a pu identifier, c'est qu'on ne réemploie que 1% des PMCB aujourd'hui, et que demain, en 2028, donc la REP oblige les éco-organismes à viser le réemploi et la réutilisation de moins 5% de la quantité totale des PMCB en 2028. Pour avoir interrogé aussi les experts, sachez qu'il y en a qui disent que c'est totalement utopique et d'autres qui disent totalement le contraire, que c'est complètement envisageable.
Donc les grands enjeux, je dirais, du réemploi aujourd'hui, c'est un enjeu avant tout, je dirais, d'une structuration de la chaîne logistique. Et j'entends par là les étapes, par exemple, qui vont de la dépose sélective et la dépose soignée, et notamment la faisabilité de la dépose, hein, jusqu'à mobiliser les contrôleurs techniques, les assurances, dans toutes ces questions de requalification du matériau, qui requalifie l'AIMO, etc. On va le voir tout à l'heure. Ça va être ces étapes, ces enjeux aussi sociaux de faire mobiliser, qui sont pris beaucoup en charge avec les acteurs de l'économie sociale et solidaire, qui vont jouer un rôle majeur dans la structuration logistique, notamment pour être présents dans la formation, la sensibilisation, mais aussi dans la dépose et le reconditionnement. Il y a aussi des enjeux d'acceptabilité du réemploi. Et puis, forcément, ces enjeux où quelque part qui sont encore un frein, je dirais, dans le réemploi aujourd'hui, qui vise à trouver des solutions de transport et surtout de stockage. Le stockage étant, à mon sens, peut-être le plus grand frein aujourd'hui, puisque si on prenait de la hauteur, le côté technique du réemploi, on sait le solutionner, mais aujourd'hui, qu'en est-il du frein, de la temporalité, de la disponibilité du réemploi? Donc là, j'entre un petit peu plus dans la technique, mais c'est vrai que quand on conçoit avec du réemploi de nouveaux projets, le moment où on conçoit et par rapport à un gisement existant, ce gisement, enfin, il peut se passer des mois, voire des années avant que vous ayez besoin, en phase travaux, d'utiliser ces gisements. Donc, il y a vraiment cet enjeu pour moi qui est lié au stockage. Qu'en est-il des pouvoirs publics, justement, peut-être pour mettre à disposition du foncier, etc. Donc, c'est selon moi effectivement un très très gros enjeu. En termes de massification de l'offre du réemploi, là c'est aussi intéressant d'observer la multiplicité des modèles et le positionnement de chacun des acteurs. Donc là on va en voir quelques-uns. Par exemple avec CycleUp qui certes vont avoir des services pour répondre au réemploi sur toutes sortes de services et ainsi que le produit, parce qu'ils ont aussi, c'est une marketplace, hein. Ils ont des entrepôts également, mais ils ont aussi cette volonté quelque part d'être demain le fournisseur du réemploi. Et donc ils attaquent un peu les filières par filières propices au réemploi, et notamment aujourd'hui avec les équipements sanitaires. Mais ils ont une approche voilà, assez marketplace, fournisseur de réemploi. Voilà. Une autre approche assez intéressante, parce qu'ils viennent du milieu de la démolition et de la déconstruction, c'est Made in Past, qui vont eux développer une offre clé en main, hein, c'est ce qu'ils disent, puisqu'ils vont internaliser l'ensemble des savoirs et des pratiques. Ils vont jusqu'à donc déposer, donc internaliser ces pratiques jusqu'au reconditionnement, mais vont aussi vont développer là des formations pour tout type d'acteurs, pour toute la chaîne de valeur. Ensuite, on peut avoir aussi des acteurs qui vont avoir un positionnement très stratégique, puisqu'ils vont être dans la progression de la massification du réemploi en ne revendant pas que du réemploi, donc déjà en investissant beaucoup sur du foncier, des entrepôts, mais en revendant aussi des matériaux déclassés et déstockés, qui peut s'apparenter à ce qu'ils disent, hein, à du réemploi aussi de matériaux. Et c'est ce que fait aussi Stock Pro. J'ai eu un petit peu, moi, de difficulté à comprendre ce qu'ils entendaient par matériaux neufs de réemploi, mais c'est un peu comme ce que fait Articonex finalement, c'est de revendre du matériau déclassé ou des stocks invendus ou du déstocké. Il va y avoir aussi dans le réemploi cette notion de privilégier les structures les plus structurées. Hein. Le CSTB a étudié la chose et a identifié 29 familles de matériaux qui sont propices au réemploi. Qu'est-ce que ça veut dire propice? Ça veut dire qu'il y a des acteurs en fait, opérationnels qui mettent en œuvre
de toute la chaîne logistique qu'on a pu voir, du reconditionnement, enfin de la dépôt jusqu'au reconditionnement. Et je dirais que les acteurs historiques de Mobius pour les dalles de faux plancher, qui eux réindustrialisent, investissent aussi dans des entrepôts, dans des process pour faire en sorte de reconditionner les dalles de faux plancher. Donc d'autres filières qui sont assez bien structurées, c'est les équipements sanitaires, comme je l'ai dit, notamment avec le positionnement Cycle Up sur ces lots. Les radiateurs en fonte, là j'ai été surprise de voir qu'il y a pas mal d'entreprises qui se spécialisent dans le réemploi de radiateurs en fonte. Les chemins de câbles, les briques, les dalles de moquette et le parquet massif. Et puis il y en a plein d'autres bien sûr, où on va retrouver, comme j'ai pu vous dire en introduction, pas mal de matériaux nobles, des ardoises naturelles, etc. Donc c'est vrai qu'il y a cette approche parfois où bien sûr qu'il faut privilégier le réemploi via des structures qui sont existantes et opérationnelles, mais ne négligeons pas qu'il reste d'autres lots de familles aussi du réemploi. Le sujet est très vaste. Les produits dans la construction, il y en a tellement. Et puis, alors, il va y avoir aussi des acteurs qui vont émerger, qui vont avoir un rôle de facilitateur du réemploi. Notamment, alors, Synéo, qui est une filiale de Bouygues, qui va se positionner, comme ils disent, un peu au carrefour des préoccupations et à travers justement au carrefour aussi des différents intervenants du projet, notamment en déployant une offre de services à travers une communauté d'acteurs qui va être une offre de marketplace et aussi un centre technique. Et puis nous avons le booster du réemploi qui va déployer des programmes d'action collective dont l'objectif est de massifier le recours au réemploi, et notamment en faisant fédérer des maîtrises d'ouvrage publiques comme privées et des entreprises de travaux et de les mettre en coalition. En termes de cartographie, qui fédère, agrège justement l'ensemble des acteurs, il y en a plusieurs. D'abord, le premier qui est directement en lien avec le sujet, c'est matériauxréemploi.com, qui, ce n'est pas forcément exhaustif, mais rassemble quand même pas mal d'acteurs, mais pas forcément que des fournisseurs. Il y a aussi tout ce qui va être maîtrise d'œuvre, architecte, bureau d'études, etc. Vous connaissez peut-être sans doute aussi Opalis, qui va référencier, eux, plus des revendeurs spécialisés, des fournisseurs de matériaux, qui vient de nos confrères de Belge, Rotor. Et vous allez avoir aussi des cartographies un peu plus spécifiques sur la construction frugale, qui a été menée par le collectif lui-même de la construction frugale. Et aussi, ne l'oublions pas, l'éco-circularité dans la construction, c'est aussi des enjeux de biosourcés et de géosourcés. Il existe aujourd'hui une cartographie faite par Ecopolis de tous ces acteurs, notamment fabricants de biosourcés et géosourcés. Dans le monde de l'ESS, alors, ça regorge effectivement d'initiatives, d'associations, d'actions de sensibilisation, de positionnement aussi de ces acteurs dans les diagnostics PEMD. Peut-être ce qui est intéressant à noter, c'est qu'il y a des formations aussi très spécifiques qui se font pour devenir technicien valoristes des ressources par les CROVIS et la formation TVRB. Et ce qui est intéressant à observer, c'est que dans les typologies d'acteurs qui font ces formations, il y a quand même aussi pas mal d'architectes. Alors, j'aime bien aussi aborder ce sujet du réemploi comme une approche très créative. Quelque part, c'est cette complexité, on va dire, et c'est le fait qu'il y ait beaucoup d'hétérogénéité en fait dans les ressources à déconstruire, qui va stimuler un peu notre créativité. Et là, je vous ai mis quelques exemples qui, à mon sens, sont à la fois très ingénieuses, très créatives, mais aussi nécessitent l'intelligence de la main, le côté très artisanal du réemploi.
Cette cuisine qui a été réalisée en lattes de bois de chêne massif issus des bibliothèques par la Remanufacture, des acteurs parisiens. Des mobiliers qui ont été réalisés avec du flux, on va dire, continu de logements tertiaires, enfin de bureaux. Donc là, vous avez des portes de bureaux qui ont été réemployées, réutilisées même dans le terme. Et puis aussi la récupération de vitrages, de menuiseries issues du bâtiment et des échafaudages hors d'usage. La démarche de Maximum, c'est de capter des flux continus, donc d'être en mesure de pouvoir remanufacturer quelque part upcycler des produits, mais de manière assez continue. Et donc, ils se rendent compte que dans les bâtiments tertiaires, il y a beaucoup de portes, il y a beaucoup de menuiseries à réemployer, dont on manque de solutions de recyclage et de réemploi hein, dans cette filière des menuiseries du bâtiment, et puis des échafaudages aussi. Le démonstrateur du réemploi, vous connaissez certainement, qui est intéressant parce qu'on a des portes palières issues de logements, d'anciens logements parisiens qui ont été réemployés en façade. Pour la ferme des possibles, oui, c'est ça, des menuiseries issues de logements aussi déconstruits de pleine commune qui ont été réutilisés, réemployés. Et j'aime beaucoup cet exemple des tuiles de réemploi qui ont été réutilisées par un architecte pour faire un musée à Madrid, qui en plus avait eu une démarche où il a stoppé un petit peu la phase travaux de ce chantier parce qu'il a observé un gisement à proximité qui était de ces fameuses tuiles de réemploi en terre cuite. Et puis des approches très singulières, hein, créatives, de création, fabrication d'abris de vélo en ski. Donc ça ne manque pas non plus de lieux d'expérimentation du réemploi, de tiers-lieux comme le Hangar Zéro en Normandie, le Restore en Seine-Saint-Denis, je crois. Et puis une approche aussi qui peut être l'aspect chantier-école de la mise en œuvre du réemploi qui va faire participer beaucoup les citoyens dans la conception, la programmation, avec cette référence de la halle de Colombelle en Normandie, qui a été gérée par Encore Heureux. Et puis, il y a de plus en plus beaucoup d'acteurs de la menuiserie qui vont développer des laboratoires, des ateliers hein, du réemploi, comme la remanufacture. Ça ne manque pas non plus de références. Donc, que ce soit, donc, je vais là vous montrer pas mal de références sans rentrer dans le détail, mais bien sûr, c'est un peu l'objet de la formation d'étudier, de faire des études de cas sur pas mal de références qui vont justement déployer des solutions très multiples en mixant, par exemple, biosourcé, réemploi, voire permaculture, en mixant aussi des solutions constructives de procédés, bâtiments passifs, bioclimatiques, etc. Donc là, je vous passe un peu les images, mais sachez que c'est dans la formation que j'approfondis un petit peu ces modèles. La maison des canaux, avec une approche assez solidaire, de multiplier un petit peu l'ensemble des solutions sur le territoire. La caserne de Millinay, oui c'est ça, à Nantes, la caserne de Reuilly à Paris, la halle de Colombelle en Normandie, la crèche de justice à Paris, la ferme du Rail, je confonds la ferme des possibles, la ferme du Rail, je crois que c'est ça, le 6e toit, et par exemple la déchetterie concertée par l'architecture. On va avoir aussi l'émergence d'un syndicat professionnel du réemploi dans la construction, donc le SPREC, qui a pour but de promouvoir la filière du réemploi et de représenter les acteurs donc, professionnels dans le débat public. En plus de ça, ce qu'ils essaient de faire, c'est de quelque part élaborer
des standards de qualité du réemploi. Donc, on compte à ce jour 52 structures adhérentes. Donc, vous pouvez être soit membre actif, soit juste participer parce que vous avez un intérêt sur le réemploi. Et puis, il y a des groupes de travail qui se font par rapport à divers sujets en lien avec la REP PMCB, les programmes de recherche Spirou menés par le CSTB, etc. Et puis, faisons un saut aussi sur non pas que le réemploi, mais une offre assez diversifiée de produits issus du recyclage, donc de matériaux ou produits recyclés. Donc, ce sont aussi des solutions circulaires, hein. Vous avez une multitude de fournisseurs qui font des produits en plastique recyclé. Donc là, par exemple, SAS Minimum. Des acteurs qui vont réaliser des isolants qui vont être dans la catégorie biosourcés, mais des isolants recyclés, hein, avec des déchets industriels type papier, journaux. Des isolants textiles recyclés, que vous connaissez certainement, Métis. Et puis, vous allez même avoir assez récemment l'émergence d'acteurs qui vont faire des isolants en bouteilles plastiques recyclés. Vous avez des produits aussi qui vont incorporer là un taux de matière première recyclée, dont par exemple de l'aluminium recyclé avec ses volets roulants. Et par exemple, toutes sortes d'équipements, de tubes, de gaines, où ils vont incorporer, où l'objectif, ça va être d'incorporer un maximum de matières premières secondaires, de plastique. Ah, attendez. Je peux plus passer. Oui, voilà. Ensuite, vous allez avoir pas mal de fabricants qui vont faire du carrelage et du verre recyclé. Et quelque chose de très singulier, par exemple, avec des fabricants de matériaux qui vont réutiliser, recycler des badminton et des volants. Vous avez aussi la filière de la peinture avec Circouleur, de peinture recyclée, hein. Ils vont récupérer les surplus sur chantier et recomposer de nouvelles peintures avec divers colorants. Donc, je vais conclure là sur quelques slides, notamment sur la richesse des guides et de la documentation que vous pouvez avoir sur le réemploi que j'approfondis moi dans la formation. Donc des guides de réemploi, il y en a beaucoup. Et récemment, il y a eu des guides de réemploi par profession qui sont donc apparus, qui vont répondre vraiment expressément à un type de profession sur le réemploi de manière pratique, de la construction jusqu'à la remise en œuvre pour des entreprises générales, pour des entreprises de finition, pour les métiers du bois, pour les couvreurs, les démolisseurs et les entreprises d'infrastructure. Donc ça, ce sont des guides qui ont été conçus par des experts, hein, du métier et vous pouvez les retrouver sur Interreg FCRBE. Des guides de type pratique ou boîte à outils du réemploi, il en existe beaucoup. Ça va être des guides et des fiches pour connaître et reconnaître des matériaux aussi, notamment pour accompagner toutes les phases de diagnostic. Des guides pour élaborer et porter une stratégie de réemploi, ou comme je vous ai dit au démarrage, ça peut être des ambitions qualitatives, quantitatives, sur peut-être par rapport à une opération de type chantier in situ, ex situ, pour des approvisionnements extérieurs, etc. Donc ce guide vous accompagne à élaborer cette stratégie de démarrage. Et vous allez avoir, et ça peut intéresser les architectes, des guides, enfin des fiches pratiques, pardon, 36 fiches pour vous permettre de mieux comprendre les phases de déconstruction jusqu'à la remise en œuvre. Et ce sont ces fiches pratiques, hein, qui existent depuis, je ne sais plus, peut-être 2 ans, que j'ai pour habitude, moi, d'aller consulter pour, par exemple, rédiger des CCTP de réemploi. Ensuite, vous allez avoir une multitude aussi de guides méthodologiques. Certains vont parler de référentiels, mais attention, ce n'est pas encore des référentiels.
Le seul référentiel qui va très prochainement sortir, c'est sur la construction métallique, le réemploi dans la construction métallique. Mais là, c'est plutôt donc des guides méthodologiques qui ont été portés par la Fondation Bâtiment Énergie sur divers sujets, notamment l'évaluation des performances du réemploi dans la brique, l'évaluation des performances du réemploi dans l'ossature en acier, le parquet, la terre cuite, les bois extérieurs, les charpentes industrialisées, etc. Et pour terminer, donc, cette fameuse question qui est encore, à mon sens, le frein qui subsiste dans ce secteur, à savoir l'assurabilité. À qui la responsabilité? Va-t-on vers une responsabilité partagée entre les acteurs? Qui sait si effectivement ce n'est pas l'ensemble des acteurs, donc les AMO réemploi, les contrôleurs techniques, les fournisseurs, les reconditionneurs, qui vont garantir afin de s'affranchir en fait de la garantie décennale. Donc l'idée, ce serait que ce soit les filières en fait qui portent ces garanties. Donc on est bien dans une forme de responsabilité partagée où il s'avère qu'aujourd'hui, en fait, quand on interroge les contrôleurs techniques, ils disent que ce n'est pas le travail de l'AMO de faire de la requalification du matériau. Et donc, c'est peut-être ce qu'on va voir apparaître demain sur le sujet de l'assurabilité, c'est vraiment cette responsabilité partagée. Conclusion, l'économie circulaire apporte un nouveau lexique dans la culture constructive vertueuse, hein, avec tous ces guides qu'on a pu voir, et aussi quelque part cette sémantique que j'ai pas pu approfondir là, mais où il y a une hiérarchie des modes de traitement, où on va différencier réemploi, réutilisation, etc. La mise en œuvre est possible lorsque la chaîne logistique du réemploi est sécurisée. Et là, j'insiste sur ce point qu'effectivement, il n'y a pas de réemploi s'il n'y a pas de sécurisation de la logistique. Cet enjeu, à mon sens, qui est le transport et surtout le stockage, on en est encore à souhaiter à ce qu'il y ait de plus en plus d'acteurs qui se positionnent sur ces solutions de stockage, de foncier, parce que même Articonex, qui eux ont mis en œuvre justement ces solutions, disent qu'il faudrait plus de 700 Articonex comme eux pour pouvoir répondre aux objectifs des 5% de réemploi en 2028. Donc voilà, il faut du stockage et il faut trouver des solutions. Le réemploi doit être abordé sous l'angle des flux d'interaction et de boucles de valeur positive. J'entends par là que ce n'est pas qu'une question de technique, de matériaux, parce que quelque part, on sait déposer, on sait reconditionner. C'est surtout une question d'interrelation entre les acteurs. Et c'est pour ça que c'est important que dans les projets, il y ait ce rôle de coordinateur. C'est ce que fait aussi Encore Heureux. Avec du recul, on se rend compte que nous sommes des facilitateurs, des coordinateurs, et c'est important de voir le projet de réemploi comme des efforts collectifs en fait, de la création de la notion de filière, les filières où gravite la chaîne des acteurs, et que ce ne soit pas forcément le réemploi, comment dire, une histoire de fabricants et de fournisseurs. À savoir que c'est pas forcément les industriels à l'origine de la fabrication de ces produits qui vont prendre en charge ce réemploi. Ils vont avoir un rôle important, notamment dans le réemploi des équipements. Mais tout le reste, ça va être plutôt des efforts collectifs issus des filières. Quand j'entends filière, c'est aussi des micro-filières, hein, parce qu'une filière existe par matériau ou par produit. Et j'aime bien aussi dire, c'est un petit peu moi mon moteur, hein, que le réemploi en fait c'est certes une culture de la complexité, c'est complexe de mettre en relation, de faire intervenir beaucoup d'acteurs dans le projet, mais c'est quelque part ce qui permet de stimuler la créativité. Vous avez vu l'ensemble de ces exemples qui sont en fait très ingénieuses et très créatives parce que le réemploi le permet. C'est certes complexe, mais ça stimule quelque part cette créativité et ça peut aussi redonner parfois un peu du sens à des métiers où on perd un peu cet aspect conceptuel, créatif.
Et puis, je vais conclure sur le fait que n'oublions pas que le meilleur modèle de l'économie circulaire en boucle fermée, c'est le vivant. Il n'y a pas forcément de notion de déchet, hein, comme dit aussi Lavoisier, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Dans le vivant, quand on observe, les pseudo-déchets deviennent en fait des nutriments qui vont participer ensuite qui vont être recyclés en permanence et participer à l'équilibre de l'écosystème. Et j'ai un dernier point. J'ai beaucoup parlé de réemploi, mais l'économie circulaire, en tout cas de comment je l'aborde dans mes formations, c'est aussi les enjeux de matériaux biosourcés et géosourcés. Et je dirais même que aujourd'hui, j'ai un peu cette conviction, c'était une intuition il y a 10 ans, mais j'ai cette conviction qu'on peut répondre à un bâtiment durable sous l'angle des matériaux par l'utilisation de matériaux biosourcés, géosourcés et aussi de réemploi. Je vous remercie de votre attention. Mais merci à vous, Daovon, pour cette présentation très claire et très intéressante. Alors, on a eu pas mal de questions. On nous a demandé en premier lieu, c'était, je crois, au début de votre intervention, je crois, au niveau de la slide 9, vous avez cité des chiffres sur les objectifs réemploi. Et on nous demande de quelles sources en fait sont issus ces chiffres. Et les sources, c'est l'ADEME et c'est la réglementation tout simplement, hein. C'est un petit peu des ambitions affichées par les pouvoirs publics, ouais, tout simplement. Et j'ai oublié aussi une donnée assez importante, puisqu'on a là le fil rouge, c'était les matériaux, le réemploi, le biosourcé, Oui. etc. C'est qu'il y a 58% de l'impact de la durée de vie d'un bâtiment qui provient justement des matériaux. Et les matériaux, c'est quoi? C'est le choix des matériaux, des matières premières, la fabrication, l'usage, etc. C'est 56% des impacts qui sont liés aux matériaux. Merci beaucoup pour cette précision. On nous a demandé aussi de quelle façon intégrer une démarche d'économie circulaire dans une opération de construction neuve. Est-ce qu'il y a déjà des exemples à ce niveau-là? Oui, il y a beaucoup d'exemples dans des opérations de construction neuve. Et donc là, ça va être des opérations où on va rechercher justement les gisements à travers. Il y a une certaine méthodologie hein, aujourd'hui, justement, à travers l'ensemble des acteurs. Il y a des gisements, l'ensemble des acteurs se structure pour justement apporter une offre de matériaux, une massification de l'offre du réemploi. Et quand on construit sur la base d'un terrain, on va dire, de rien, ce qui est important, c'est justement de ne pas partir de rien, mais de partir de gisements, d'oublier un peu la page blanche de conception hein, quand on commence, mais d'observer les gisements du territoire et notamment les gisements les plus localisés en circuit court. Et pour que ça vous apporte un peu peut-être des idées, hein, parce que c'est bien là l'objectif de l'économie circulaire dans la construction, c'est de partir du gisement existant, du parc d'immeubles à déconstruire pour envisager de reconstruire avec ces gisements-là. Très bien. Et puis, on a parlé effectivement de tout ce qui était garantie des assurances et la temporalité. La question est peut-être un petit peu plus technique, vous ne pourrez peut-être pas y répondre en direct, mais on nous a demandé quelle temporalité pour l'assurance et quelle garantie des assurances, par exemple une assurance décennale sur un produit qui pourrait déjà avoir plus de 10 ans. Oula. Non, mais okay. la question est un peu... Voilà, donc mais... on va peut-être y répondre post-webinaire. Parce qu'en fait, quand on parle de garantie décennale, on ne parle plus de garantie produit. Et c'est plutôt, alors je vais simplifier un peu le propos très schématiquement, synthétiquement, mais on pourra approfondir ce sujet qui effectivement intéresse beaucoup de monde à chaque fois. La garantie produit, c'est là où on va tendre, c'est en tout cas ce que souhaite faire la filière hein, pour
justement s'affranchir de la garantie décennale, c'est que ce soit le fabricant ou le fournisseur ou voire la filière, comme on a vu, l'AMO réemploi, le contrôleur technique et le fournisseur type Cycle Up, Articonex, qui vont apporter justement cette garantie non pas décennale, mais garantie produit. Mhm. Très bien. Mais écoutez, Daovan, je vous remercie encore pour votre intervention. Merci à tous de l'avoir suivi. Et puis, je vous souhaite un bon appétit et je vous donne rendez-vous très rapidement pour un nouveau webinaire du département de formation du moniteur. Et puis surtout, n'hésitez pas à aller poser toutes vos questions à Daovan sur la formation qu'elle anime à nos côtés sur cette économie circulaire et le réemploi des matériaux. Merci. Oui, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Bonne journée à tous et très bon week-end. Très bonne Au journée. revoir. Au revoir.